Bonsoir à tous. Bienvenue, je suis Pierrot Turki, directeur général de l'ISTC. Bienvenue à l'ISTC. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'intérêt que vous manifestez pour notre école. Merci à vos familles qui sont peut-être avec vous. Merci à nos enseignants, à l'équipe administrative de l'ISTC. Je sais qu'ils sont nombreux à être connectés avec nous sur cette plateforme de visioconférence. Merci à Sylvain Razemont, notre producteur, ainsi qu'à Audouin, étudiant en 3e année de licence qui l'accompagne au pilotage de la régie. Et puis plus largement, merci à tous les étudiants de l'ISTC qui sont avec nous ce soir. Alors c'est aujourd'hui notre dernière soirée porte ouverte de l'année dans le cadre de la campagne de recrutement de nos nouveaux étudiants pour la prochaine rentrée universitaire. Et on va particulièrement s'attarder ce soir, faire le point sur les concours et sur les différentes possibilités d'admission à l'ISTC en 2e ou 3e année de licence, mais aussi et surtout en 1re année de master. Et puisque ce sont généralement les étudiants qui parlent le mieux de leur école, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter les 2 animatrices de cet événement. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Étudiante en 2e année de master. C'est ça. Et bonsoir Laurie. Bonsoir. Étudiante en 1re année de master à l'ISTC. On aura l'occasion de bavarder avec vous dans un instant. Laurie et Elisa vont animer ce plateau et interagir avec les invités qu'on recevra tout au long de la grosse heure qu'on passera tous ensemble. Et pour bien nous aider à distiller les informations que nous allons partager avec vous ce soir, je vous invite tout de suite à répondre à un sondage depuis l'onglet sondage de l'outil de visioconférence pour nous indiquer quel parcours vous intéresse particulièrement. Donc plutôt les licences en 2e ou 3e année ou le master en 4e année. Donc si vous voulez bien répondre au sondage qui va s'afficher à l'écran, ça nous permettra de mettre la bonne énergie sur les bons sujets tout au long de cet événement. Par ailleurs, à côté de l'onglet chat, vous avez un onglet qui vous permettra de poser vos questions. L'équipe communication de l'ISTC, Isabelle Tiberghien, Anastasia Tomsak, Maxime Willems, vous répondront sur le chat tout au long de la soirée. Et Isabelle Tiberghien nous relaiera à 1 ou 2 ou 3 reprises, pendant cet événement, quelques questions en plateau. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Laurie et Elisa, je vous laisse la main. Je vous laisse annoncer le sommaire de cette soirée porte ouverte. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, nous allons voir une présentation générale de l'ISTC présentée par Monsieur Pierrot Turki, donc directeur général de l'école. Puis, nous allons recevoir 3 étudiants sur le plateau afin d'échanger avec eux sur leurs expériences et aussi sur le concours ISTC. Par la suite, nous allons obtenir un peu plus d'informations sur le projet Dora Technologies, donc toujours avec Monsieur Pierrot Turki. Et ensuite, nous aurons une présentation plus générale du Master Delta et aussi du Master Alternance avec Madame Virginie Duré, donc responsable du cycle Master. Puis, nous ferons un petit zoom sur l'accompagnement employabilité et les stages avec Monsieur Pascal Gros, donc chef de l'employabilité tout simplement. Et pour finir, nous aurons les différentes entreprises et les différents secteurs d'activité avec Monsieur Amaury de Baudus, directeur du développement, de la communication et des relations entreprises. Oui, tout à fait. Ça tombe bien car Monsieur Turki est avec nous sur le plateau ce soir. Que pouvez-vous nous dire de l'ISTC, monsieur? Alors, je vais donner quelques indications globales, puisque vous allez les uns les autres revenir en détail sur le contenu de l'offre et de formation ici à l'ISTC. D'abord, première information importante, l'ISTC, c'est l'une des rares écoles de communication privée en France à être reconnue par l'État. Cette reconnaissance par l'État, elle est importante parce qu'elle nous permet, par exemple, d'accueillir des étudiants boursiers. Donc, c'est un élément fondamental et important. Donc, l'ISTC, une école reconnue par l'État, qui fête ses 30 ans cette année. L'ISTC fête ses 30 ans cette année. Et donc, depuis 30 ans, on forme nos étudiants au large éventail des métiers de la communication, du marketing, du digital, du e-commerce. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce que la communication, elle devient de plus en plus centrale dans l'organisation des entreprises. Et donc, c'est important aussi pour nous d'apporter à nos étudiants des notions, des bases très solides dans des matières socles et fondamentales comme le droit, l'économie, la gestion, le management, pour préparer nos étudiants, pour vous préparer les uns les autres, à exercer des fonctions à responsabilité dans le monde de l'entreprise. Alors, à l'ISTC, ici, on délivre trois types de diplômes, 3 diplômes. D'abord, des diplômes universitaires. C'est très important. Une licence et un master d'État, j'insiste. Donc, les étudiants qui viennent chez nous, vont valider un parcours académique et universitaire reconnu par l'État. Donc, on sort d'ici avec une licence et un master qui ont exactement la même valeur qu'une licence et un master qu'on peut recevoir dans les universités. Ça, c'est pour valider une formation académique, universitaire, solide, reconnue. À côté de ça, on délivre un titre
RNCP, acronyme un peu barbare. RNCP, c'est quoi? C'est le Registre national des certifications professionnelles. Donc, comme son nom l'indique, c'est un titre professionnel qui vient cette fois attester, en fait, du fait que nos étudiants, en sortant de leur parcours à l'ISTC, eh bien, ils ont acquis aussi des compétences professionnelles. Donc, voilà. Des connaissances, des savoirs académiques universitaires et à côté de ça, des compétences professionnelles. C'est très important. L'ISTC a diplômé depuis 30 ans près de 1300 étudiants. Donc, on a aujourd'hui dans les entreprises françaises, dans les grandes entreprises françaises, eh bien, 1300 diplômés de l'ISTC qui occupent des missions à responsabilité dans les domaines on va dire, dans le très très large domaine de la communication. Alors, délivrer des diplômes qui soient voilà, connus et reconnus, c'est bien. Quand ces diplômes sont aussi valorisés par la profession, par le secteur de l'enseignement supérieur, eh bien c'est encore mieux. Et donc, nos diplômes figurent en excellente position dans les classements. Le classement Eduniversal notamment, qui est un classement qui recense les meilleures formations en communication. Donc, l'ISTC est la deuxième meilleure licence en communication et médias en France, classement Eduniversal 2021. On en est très fiers. Et l'ISTC figure à la 13e position de ce même classement pour les masters. Alors là, il faut expliquer un petit peu parce qu'on se dit, ils sont deuxième en licence, c'est génial, c'est super. Et pourquoi seulement 13e en master? Tout simplement parce que dans notre secteur d'activité, il y a énormément de masters et on les compte par dizaines. Donc effectivement, cette 13e position sur voilà, sur un master qui compte un nombre incalculable de formations, c'est aussi un très très bon classement. Autre dimension fondamentale à l'ISTC, c'est la dimension internationale. On s'appuie sur un réseau de 72, alors où je vous parle, universités ou grandes écoles partenaires réparties sur tous les continents, aux 4 coins du monde. Et donc, tout au long de leur parcours, eh bien, nos étudiants vont avoir plusieurs possibilités d'aller passer un semestre d'études à l'étranger dans le cadre de la formation à l'ISTC. Alors, on va pas en dire trop, juste quelques petites clés. Première possibilité de départ, deuxième semestre de la deuxième année de licence. Deuxième possibilité de départ toute l'année en première année de master grâce à un partenariat particulier avec l'université San Pablo de Madrid, ce qui permet à nos étudiants de revenir avec un double diplôme. Nos étudiants qui partent en première année de master, certains de vos confrères en master l'ont fait, eh bien reviennent de Madrid en ayant validé leur première année à l'ISTC, mais reviennent aussi avec dans la poche un diplôme espagnol, donc double diplôme. Et puis en deuxième année de master, nouvelle possibilité de départ à l'international. Je pense que Madame Duret nous en dira plus tout à l'heure. Et donc tout cela, tout ce que je viens de vous dire est un peu animé, servi par une pédagogie qui va favoriser la découverte des talents, le développement des personnalités et aussi et surtout la construction de votre projet professionnel à travers un accompagnement de tous les instants sur le chemin de l'emploi, de l'insertion professionnelle. Et je pense que vous allez aussi très très largement évoquer tout cela avec nos invités ce soir. On évolue dans un cadre de travail idéal qui est sans cesse repensé pour renouveler en permanence l'expérience qui est offerte à nos étudiants. Vous pourrez peut-être en parler. On pourra parler ici de nos locaux historiques boulevard Vauban face à l'hôtel académique de l'Université catholique de Lille. Concernant nos locaux, on a aussi une grande annonce à partager avec nos invités ce soir. Et donc, on est effectivement dans le centre de Lille. L'ISTC est membre de la fédération qui rassemble les grandes écoles partenaires de l'Université catholique de Lille. Et à ce titre, on est à même de proposer à nos étudiants tout un ensemble de services transverses, des services de restauration, des services de logement universitaire, l'accès à des services de médecine, du sport, etc., etc. Donc, voilà pour le partenariat avec l'Université catholique de Lille. Je vais vous laisser, mesdemoiselles, détailler tout ça avec nos invités. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive de notre école. On accueille d'ailleurs, en parlant d'étudiants, sans plus attendre, deux de nos étudiants, plus particulièrement Sylvain, donc actuellement en 4e année alternance, qui nous a rejoint en 3e année, et Evan, arrivé cette année en 2e année. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evan. Evan, tu es donc en 2e année. Pourquoi avoir choisi l'ISTC? Alors, à savoir, c'est qu'en première année à la fac, je faisais quelque chose de totalement différent. J'ai commencé avec un bac plus 1 en économie, donc c'était vraiment que de l'économie et on nous apprenait à apprendre des choses comme des robots. On apprenait, on recrachait et on était totalement remplaçable. Et
j'avais envie de vraiment m'instruire sur quelque chose qui fait appel à notre personnalité, vraiment développer ma personnalité et c'est pour ça que je me suis tourné vers la communication, parce qu'on s'en rend pas compte, mais la communication, c'est quelque chose qui nous entoure partout, quotidiennement, etc. Et c'est vraiment un secteur qui se développe de plus en plus avec les réseaux sociaux, les communautés, etc. On en a toujours besoin. Et j'ai choisi l'ISTC parce qu'au moment où je suis arrivé à l'ISTC, c'était déjà la 5e meilleure licence de France. Et comme vous l'a dit Monsieur Turki ici présent, on est passé cette année donc en 2e meilleure licence de France. Et donc, c'était quelque chose qui comptait pour moi d'intégrer vraiment une très bonne école de communication. Et du coup, comment tu t'es préparé à l'entretien pour nous rejoindre? Alors, à l'entretien, j'ai imaginé les questions que vous pouvez poser pour la communication, par exemple, pourquoi l'ISTC, développer peut-être également de ce fait ma personnalité, dire mes défauts, mes points forts, ce que j'aime dans la vie, comment je suis avec les autres personnes qui m'entourent, etc. Et j'ai préparé l'entretien comme ceci, tout en, bien évidemment, faisant des recherches sur l'ISTC. Qu'est-ce que l'ISTC, depuis quand, comment, etc. Et du coup, donc on l'a dit auparavant, là, tu es actuellement en 2e année. C'est pas trop dur de suivre les cours sans avoir fait la première année? Alors, pas du tout, parce que il faut savoir que avant d'intégrer notre promo, nous avons une semaine de remise à niveau, on va dire, avant d'intégrer notre année. Donc, pour ma part, en 2e année, c'est 6 heures de comptabilité et 6 heures de marketing. Et donc, ça nous permet de justement nous retrouver entre nouveaux, etc. Ça nous permet de voir à peu près ce qu'on a vu d'important en marketing, en comptabilité. Et pour les autres cours, il n'y a vraiment aucune difficulté. Et si vous rencontrez des difficultés, les élèves de votre promo vont vous aider. On va vous tendre les bras. Ouais, tu l'as dit, ça permet aussi de créer du lien entre les nouveaux étudiants et de vous retrouver un peu entre vous avant la rentrée. Exactement. Ok, très bien. On va maintenant passer à Sylvain. Je passe la parole à ma collègue. Merci pour ton témoignage déjà, Evan. Alors Sylvain, du coup, toi, tu es en 4e année. Quel conseil tu pourrais donner sur le concours? Comment réussir son concours? Ouais, donc, du coup, moi, le concours est passé l'année dernière, en 3e année. Et un peu comme Evan, moi, je voulais une section qui avait la main, je faire un cursus en l'ISTC. Donc, ce que je me suis rendu compte dès le début, c'est qu'en plus des compétences, ils cherchaient surtout de la motivation, des gens qui se sentaient passionnés et qui en voulaient, en fait. J'ai regardé un peu comment allait se dérouler le concours. Donc, il y a une matière synthèse, analyse de documents. Donc là, j'ai revu la méthodologie. Je me suis renseigné aussi. J'ai commencé à lire le journal, à écouter des revues de presse. Et ce que je conseille, c'est vraiment se renseigner parce que ça va vous permettre de mieux réussir dans ces épreuves, ainsi que dans l'épreuve de quiz de culture contemporaine. Ensuite, cette épreuve d'analyse, ils essayent un petit peu de vous mettre la pression. On n'a que 2 heures et c'est beaucoup de documents. Donc, il faut juste essayer de pas stresser, savoir gérer son temps. Ça, c'est quelque chose que je conseille de travailler. Et donc, ensuite, il y a une épreuve d'anglais, donc écrite et un oral en plus. Donc là, juste, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, si vous sentez que les cours que vous avez vus ne vous permettent pas d'avoir un bon niveau, ce que je vous conseille, c'est juste tout simplement de prendre quelque chose que vous aimez faire en français et d'essayer de trouver du contenu qui va être la même chose en anglais. C'est-à-dire que si vous aimez le foot, trouvez des émissions qui parlent de foot, mais en anglais et ainsi de suite. Et enfin, pour le quiz de culture contemporaine, comme j'ai dit, je me suis vraiment renseigné, j'ai commencé à lire le journal. Moi, je prenais le métro pour aller à mon ancienne université. J'ai lu le 20 minutes dans le métro, j'ai écouté des revues de presse et ça m'a aussi énormément servi pour l'entretien juste de motivation, où là, un peu comme Evan a dit, je me suis renseigné sur l'école, tout simplement, le cursus, qu'est-ce que c'était la communication en général et qu'est-ce qui me plaisait le plus. Et ensuite, moi, de mon côté, quelles étaient mes compétences, quels étaient mes défauts, sur quoi je pêchais et qu'est-ce que je pouvais dire, que je pouvais améliorer, tout simplement. Ok. Écoute, merci beaucoup déjà pour tous ces bons conseils. Et du coup, tu es arrivé en 3e année, tu es arrivé au cœur de projets associatifs. Donc, toi, tu étais au BDS, mais aussi les séminaires. Donc, qu'est-ce que tu retires de toutes ces expériences? Ça, c'était vraiment un point pour moi qui a fait choisir l'ISTC, c'était le cœur associatif. Parce que quand j'ai vu qu'en rentrant en 3e année, il y avait ces associations qu'on devait prendre en main tout simplement de A à Z, ça m'a vraiment motivé à me dire, on a un fil conducteur en plus de tout le reste là-dessus. On a fait des différents événements, donc ça peut être déjà juste construire le BDS, savoir faire les réunions, qui va faire quoi ainsi dans l'équipe. Et après, c'est faire de plus gros projets. Nous, on a fait un voyage au ski, donc pendant une semaine,
il y avait tout le BDS qui était là pour entourer beaucoup d'étudiants. Et le but, c'est pendant une semaine de leur donner, faire qu'ils vivent le meilleur voyage. Et c'est assez incroyable de se dire que juste une petite équipe comme ça, on arrive à faire des aussi gros projets. On avait un autre projet qui a malheureusement été annulé par le Covid, la situation sanitaire, mais que je sais cette année, ils ont repris en distanciel. Enfin, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez incroyable, même en distanciel cette année. Et sinon, oui, donc l'autre chose, c'est le séminaire. Et moi, j'en avais jamais fait, je connaissais pas du tout le principe. Et quand je suis arrivé le lundi matin dans la salle et qu'on nous a dit, cette personne, enfin, ce groupe de personnes vient de chez Decathlon, ils ont un projet concret. À la fin de la semaine, ils veulent un résultat. Ça met un peu la pression. Mais c'est vrai que ça motive énormément. On se retrouve avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Et en fait, tout au long du séminaire, on va avoir des intervenants qui sont là pour nous donner des conseils, pour nous aiguiller, pour nous dire faites plutôt ça ou faites plutôt ça. Et à la fin, ça y est, faut faire son pitch, faut rendre. Il y a beaucoup de pression, mais une fois que tout le monde on a tous fini, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est une expérience qui évolue de plus en plus. Parce que même cette année, j'ai vu qu'ils avaient travaillé avec le LOSC, qui est quand même une grosse entreprise. Ouais, c'est clair. Écoute, des expériences très concrètes au final, donc ça donne envie. Donc maintenant, on va accueillir Marie. Donc je laisse la main à Elisa. Alors Marie, oui, donc pour ta part, tu es arrivée en 4e année, c'est bien ça? Comment ça s'est passé ton intégration? Bonjour, enchantée. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Donc oui, je suis arrivée en 4e année. En 7. Petit problème technique de son, mais là, ça va mieux normalement. Non, c'est bon, vas-y. Les aléas du direct. On reprend donc. Alors, donc, oui, je suis arrivée en 4e année, en septembre dernier, par les admissions parallèles. Donc, mon intégration s'est très bien passée. On a eu une petite semaine d'intégration juste avant la grande rentrée avec toutes les promotions. Et donc, durant cette semaine, on a eu plusieurs choses. Donc, on a eu une session de remise à niveau sur 3 matières, gestion, marketing et PAO, tout ce qui est logiciel de création. Là, on a pu aussi cette semaine découvrir les locaux de l'école, les différentes infrastructures que propose l'ISTC. Et aussi, ça a permis de rencontrer les nouveaux étudiants et de se rapprocher, d'avoir des liens. Et c'était assez important cette semaine-là parce que ça a pu nous rassurer aussi avant la grande rentrée avec tout le monde. Donc, c'était très bien cette semaine. Super. Écoute, et comment, du coup, tu as opté pour le Master Delta? Comment ça se passe, les cours? Quel enrichissement t'en as retenu? Ouais, alors j'ai opté pour le Master Delta parce que je voulais me concentrer à 100% sur le cours en semestre 1, puis à 100% après en semestre 2 sur le stage. Je voulais pas mélanger les deux. Après, c'est un choix personnel. Et sinon, l'année, je pense qu'elle a été un petit peu particulière pour tout le monde avec la situation sanitaire. Mais on a quand même eu le privilège d'avoir 1 ou 2 mois en présentiel à 100% à l'école. Et après, on a basculé en distanciel. Mais ce que je retiens quand même, c'est que les professeurs ont été vraiment présents et disponibles pour nous, bien que la situation a été compliquée. On a beaucoup travaillé quand même. On a eu plusieurs études de cas, des travaux de groupe. Donc, c'était vraiment super de la part des professeurs aussi d'être là pour nous. Et sinon, à l'ISTC, on a beaucoup de cours différents, que ce soit du marketing, de la communication, la géopolitique, du droit. C'est vraiment important aussi d'avoir ces différents aspects-là pour un communicant, d'avoir une ouverture et d'avoir plusieurs compétences à son arc, si je veux dire ça comme ça. Donc vraiment des cours très enrichissants, très divers et variés. Et on m'a dit que tu partais à l'international l'année prochaine. Tu pars où? Comment ça se passe et comment tu te prépares à ça? Est-ce que l'ISTC t'accompagne? Oui, alors je pars à Prague, en République tchèque, à la Charles University. Et donc là, je suis en pleine démarche administrative. Donc c'est assez complexe, enfin pas complexe, mais il y a plusieurs choses à faire, et dont recherche de logement, les assurances, le dossier Erasmus à préparer. Mais l'ISTC nous aide, oui, notamment avec Julie Berg, qui est la responsable des relations internationales, et qui nous aide vraiment. Par exemple, je peux citer, lundi dernier, on avait une procédure d'inscription à remplir à l'école, pour l'école, et on était un petit peu perdus, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, on a contacté Julie Berg, et elle s'est présentée directement. Le lendemain, on a une visio avec elle, et elle nous a expliqué toute la procédure à suivre. Donc, c'est important aussi de savoir que l'école est là pour nous, et pour ce grand départ, parce que c'est quand même une nouveauté. Donc, c'est important aussi qu'on a ce soutien de l'école. Mais écoute, on te souhaite un très bon voyage. En tout cas, merci de ton témoignage et de ces expériences très enrichissantes. On va répondre tout de suite à vos questions que vous vous posez dans le chat depuis tout à l'heure. Donc, je passe la parole à Monsieur Turki et Madame Tiberg. Merci.
Merci Elisa et merci à vous pour ces beaux témoignages. Alors Isabelle, voilà, on a vu les résultats du sondage, nous sont parvenus en plateau. Je ne t'ai pas interpellé sur ce sujet. Des thématiques très très diverses qui intéressent nos téléspectateurs ce soir. Donc juste un petit point pour vous qui êtes avec nous et qui nous regardez. Si vous êtes intéressé par le contenu des maquettes pédagogiques spécifiquement du cycle licence, n'hésitez pas peut-être à consulter le replay de nos anciennes soirées portes ouvertes qui étaient vraiment dédiées très très fortement au contenu des programmes de licence. Peut-être que sur le chat l'équipe peut indiquer un lien, et puis on va essayer bien sûr de répondre à toutes vos questions. Sur les autres thématiques, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux également pour trouver des illustrations des séminaires dont viennent de parler nos étudiants. Ce sont des expériences toujours très fascinantes et très prenantes pour nos étudiants. Bonsoir Isabelle, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le chat? Alors bonsoir à tous. Alors déjà quelques questions sur le chat. Essentiellement relatives au concours. Vous avez vu dans le sondage que c'était la première préoccupation. Donc ça, je pense que tu vas y répondre dans la dernière partie de cette soirée. Mais peut-être déjà répondre à 2-3 petites questions, notamment combien y a-t-il de places en master? Et dans la même question, est-ce qu'il y a de la place pour les extérieurs, puisque pas mal de nos étudiants poursuivent de la licence en master? Bien sûr. Alors ça, c'est une bonne question. Alors effectivement, le nombre de places en master est limité. Néanmoins, bien sûr, on ouvre un concours, donc c'est forcément pour se garder la possibilité d'accueillir avec nous des étudiants en master. Donc ça arrive tous les ans. Et finalement, le nombre de places, il dépend à la fois de nous, j'allais dire, et de nos capacités d'accueil. Mais on va pas spoiler la suite, la suite de l'événement. Je dirais aussi que le nombre de places réservées aux étudiants extérieurs, il dépend aussi beaucoup des concours. C'est-à-dire que nous, on va pas se freiner pour des raisons de quotas ou de locaux ou de mètres carrés. Si on a des candidats brillants qui réussissent brillamment les épreuves du concours, on va pas se dire, non, on a 30 places, ce sera 30 et pas un de plus. Donc voilà, ça dépend aussi beaucoup de la qualité des candidats et des résultats obtenus au concours. Pour information, en première année de master, on est sur des promos de 90-100 étudiants. Vous confirmez, mesdemoiselles? Oui, tout à fait. Ça répond à la question, Isabelle? Oui, exactement. Et peut-être Virginie avait répondu dans le chat, mais en précisant que c'était des groupes de 30, tout à fait, 30 étudiants, ce qui permet de travailler avec beaucoup plus d'interactivité. Pardon, oui. Non, je t'en prie, j'allais compléter en disant que cette information est capitale. On est bien sur des promos de 100 étudiants, mais vous le direz, Laurie et Elisa, Marie, en master, on travaille beaucoup en mode projet. On est vraiment sur des sujets très très concrets. Donc il y a beaucoup de travaux en mode atelier, travail d'équipe. Et donc même sur des groupes de 30, vous n'êtes pas si souvent que ça à 30 en fait, je crois. Voilà. Donc c'est important, oui, c'est pas des promos de 100 étudiants, bien entendu. Je pense que la précision était importante. Même question pour le nombre de places en deuxième année. Alors même réponse. Alors en deuxième année, pour le coup, cette année, on a une capacité d'accueil qui est importante, et donc il y aura de la place en deuxième année pour tous les bons candidats qui passeront avec succès l'épreuve au concours. Alors également une question plus là sur les débouchés. On a une question: est-ce qu'il est possible d'accéder au monde de la mode au travers du cursus à l'ISTC? Alors, est-ce que je peux poser la question à nos étudiants? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Alors, oui, bien sûr. Ce qui est sympa avec le monde de la communication, c'est que c'est vraiment présent dans plein de domaines différents. On a notamment une association qui s'appelle DFEA, de fil en aiguille, que vous pourriez rejoindre en troisième année et bosser sur des problématiques de mode. Ils ont notamment organisé un défilé caritatif cette semaine d'ailleurs, tout en distanciel. Ils se sont adaptés comme des pros. Et donc oui, bien sûr, le secteur de la mode, vous pourrez tout à fait le rejoindre après les études à l'ISTC. Merci, Elisa.
Et ce qui est important également, c'est qu'au-delà, effectivement, la mode est un débouché possible parmi tant d'autres. Il y a effectivement cet aspect associatif, mais on a aussi une spécialité luxe qui permet à certains de nos étudiants qui choisissent de suivre ces cours de spécialité, eh bien de se frotter assez tôt dans leur parcours avec ce secteur d'activité et ses spécificités. Voilà, une dernière question. Donc, on répondra pas à toutes les questions sur les modalités du concours, des entretiens, etc., puisque tu aborderas le sujet. Mais une dernière question qui va introduire la deuxième partie plus sur le master. Est-ce qu'il y a un mémoire à faire en master? Oui, alors on va accueillir Madame Duré, qui est responsable du cycle master dans pas très longtemps, et Elisa Laurie, et elle nous présentera le contenu de manière très très concrète des différentes formules de master qu'on propose. Alors oui, je peux déjà répondre à la question. Oui, il y a un travail de recherche, donc un mémoire à produire en master, et on y reviendra dans un instant avec Madame Duré qui va compléter la réponse. Voilà, et peut-être une petite dernière sur le contenu de la formation. Leïla qui demande est-ce qu'il y a des cours de communication vraiment là dans le sens étymologique du terme, par exemple des cours sur la sémiologie? Ah oui, tout à fait. En licence, nous avons des cours de sémiologie de l'image fixe et aussi de l'image en mouvement. Donc, c'est des cours qui sont proposés, il me semble, en 3e année. Donc, qui s'étale sur l'intégralité de l'année. Donc, 6 mois sémiologie de l'image fixe et 6 mois de sémiologie de l'image en mouvement. Très bien. Isabelle. Donc, je vais m'arrêter là pour les questions et puis je vous rends la parole. On se retrouve tout à l'heure pour une deuxième série de questions. Merci Isabelle. Du coup, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Alors maintenant, on va regarder tout de suite une vidéo d'un projet qui va attiser votre curiosité, j'en suis sûre. Et on en parlera plus en précision juste après. Alors, on a vu à l'écran des nouveaux locaux, un quartier hyper dynamique, donc le projet Euratechnologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire du coup un petit peu plus, Monsieur Turki? Bien sûr, avec plaisir, Laurie. D'ailleurs, vous allez être vous-même en tant qu'étudiante en première année de master totalement concernée par ce projet, puisque effectivement, eh bien, nos étudiants de master auront la chance et la belle opportunité de s'installer dès la rentrée du mois de septembre sur un nouveau campus situé effectivement sur le complexe Euratechnologie à Lille. Alors pourquoi on a pris cette décision d'aller s'installer sur ce nouveau site? D'abord bien sûr parce qu'on avait une problématique de mètres carrés. On a ici de très très beaux locaux sur le campus Saint-Raphaël, boulevard Vauban, mais qui commençaient à être un peu, enfin on commence à être un peu à l'étroit. Mais c'est pas la raison du choix d'Euratechnologie, parce que voilà, c'est quand on a besoin de mètres carrés, finalement, on peut s'installer dans n'importe quel immeuble. Pourquoi Euratechnologie? Parce que vous l'avez compris, la question de l'employabilité et de l'insertion professionnelle de nos étudiants, c'est pour nous presque une obsession. Voilà. Donc, ce site Euratechnologie répond véritablement et vraiment à cet enjeu. Pourquoi? Parce qu'Euratech, c'est le premier incubateur de start-up en France. C'est un parc tertiaire de référence qui accueille chaque jour près de 4500 salariés. Dans la vidéo, ils disent 3500, je crois. Mais il y a tout un écosystème, voilà, de sous-traitants, de pros qui circulent, voilà. Et donc, c'est entre 4 et 5000 personnes qui foisonnent, qui sont là chaque jour sur ce site. Euratechnologie, c'est un site qui est dédié à l'économie numérique.
qui est à la pointe dans les domaines du digital, de la data, de l'Internet des objets, de la cybersécurité, autant on va dire d'innovations technologiques qui viennent tous les jours bouleverser les métiers de la communication. Donc, c'est une véritable opportunité pour nous d'installer nos étudiants au cœur de cet écosystème foisonnant. Vous vous installerez plus particulièrement au cœur d'un nouveau complexe immobilier qui s'appelle Winov. Et alors, Winov, c'est quoi? C'est un tout nouveau campus dédié au savoir du numérique et de l'innovation. Ce sera le premier campus en Europe du Nord exclusivement dédié à l'apprentissage des nouvelles technologies et dédié à l'innovation. Et donc, c'est un campus dans lequel une grande école de communication a et aura toute sa place. Voilà la philosophie de cette installation à Euratechnologies. J'espère que vous y serez tous et toutes heureux et très épanouis. C'est un beau projet. On vous donnera nos retours l'année prochaine. Alors maintenant, merci beaucoup. Maintenant, nous allons retrouver du coup Madame Duré qui va évoquer avec nous les différentes possibilités de master. Bonjour Madame Duré. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Ravie de vous retrouver là. J'espère que ça vous a donné envie. Totalement. De rejoindre le campus. C'est pas pour autant, Elisa, qu'il faudra penser à rester avec nous. Ça donnerait presque envie de redoubler, c'est ça. Il y a la présentation des différents diplômes, des différents titres, voilà, a déjà été faite par Monsieur Turki, mais il me semblait important de revenir aussi sur les points communs, sur ces deux filières qui finalement amènent au même résultat. Le premier point commun, c'est que les cours sont organisés par pôle avec une finalité, c'est de couvrir 4 blocs de compétences. Ces 4 blocs de compétences, ils relèvent de la construction de la stratégie, de la création et de la conduite de plans d'action, de la construction d'un territoire de marque. Et puis, le dernier bloc, c'est évidemment le bloc qui tourne autour du management, puisque nous allons faire de vous des managers de la communication globale. Donc, management des hommes, mais aussi management de projet. Et le tout dans une dynamique d'innovation et d'agilité. Ça, c'est vraiment le mot-clé, en fait, de ce bloc de compétences. Le deuxième point commun de ces deux filières, eh bien, c'est que on a organisé les cours finalement sous 3 grandes casquettes. Une casquette méthode, où on va vous donner les clés pour devenir autonome. Autonome sur justement la mise en place d'un atelier de créativité, sur la mise en place du management de la transformation, sur la gestion des priorités. Voilà, que vous deveniez autonome pour pouvoir ensuite accompagner vos équipes. La deuxième grande casquette, c'est une casquette de métier, d'expertise métier, où là, on va retrouver des choses qui sont très fines, comme du traffic management, comme de l'analytics, comme de l'UX. Alors, je donne quelques matières qui sont orientées sur le digital, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Et puis, la dernière grande casquette, finalement, c'est une casquette qui est orientée culture, à la fois sur la culture générale, parce que c'est un élément qui est essentiel pour un communicant, mais aussi de la culture métier, donc avec des disciplines qui sont fortes et qui sont, dans l'air du temps et dans les priorités des entreprises, comme par exemple la qualité de vie au travail, ou encore la responsabilité sociale et environnementale, de l'éthique, mais aussi plus globalement, pourquoi pas, de la géopolitique, etc., etc. Donc ça, ce sont vraiment les 3 grandes catégories de cours. Et en fait, il faut bien comprendre quand même que sur la 4e année, évidemment, on va retrouver une espèce d'équilibre entre un tiers, un tiers, un tiers. Et puis que gentiment, en 5e année, on va laisser un peu de côté la partie méthode, puisque vous aurez acquis la méthodologie. Et donc, on va basculer sur 2 tiers expertise métier et 1 tiers de culture. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur des 2 filières, que ce soit de la filière alternance ou de la filière initiale. Et je vais peut-être vous présenter quelques éléments d'abord de ces deux filières. Donc, on a un schéma là qui s'affiche sur l'écran. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la filière initiale, vous avez un rythme qui va être de 6 mois, 6 mois. Ça a été un petit peu évoqué, mais on y reviendra beaucoup plus en détail sur la fin. Et le deuxième rythme, c'est un rythme d'alternance qui répond à un critère simple, c'est 3 semaines, à chaque fois je me trompe, j'allais dire à l'école, mais non, c'est 3 semaines en entreprise. Je crois que j'aime bien vous avoir. J'aime vraiment bien vous avoir à mes côtés. Donc 3 semaines de présence en entreprise et 1 semaine de formation.
et ça sur 2 ans. Hein. Il faut comprendre que lorsque vous vous engagez dans une alternance, eh bien c'est un vrai contrat, un contrat d'engagement moral, hein, de formation, où une entreprise vous accompagne dans votre formation, mais aussi vous, du coup, eh bien, vous vous engagez à contribuer au développement de cette entreprise. Sur la filière alternance, on a 2 types de contrats, le contrat de professionnalisation, mais aussi le contrat d'apprentissage. Alors avec des règles qui sont un petit peu différentes les unes par rapport aux autres, notamment sur le montage, on va dire administratif, mais globalement, ce qu'il faut retenir, je crois que si vous voulez du détail, beaucoup d'informations sont disponibles sur notre site, mais globalement, ce que vous retiendrez, c'est que sur le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, c'est que d'abord, vous êtes rémunéré, et ça, c'est quand même pas négligeable. On confirme. Donc, vous êtes rémunéré, que la scolarité, finalement, est prise en charge par l'entreprise via des organismes financeurs. Et puis, que durant ces 2 ans, eh bien, finalement, vous faites l'acquisition de compétences qui sont cernées aussi dans un environnement d'entreprise, environnement que vous avez choisi lorsque, finalement, vous avez négocié votre contrat. Donc, évidemment, si vous êtes dans l'industrie pharmaceutique, vous serez un manager de la communication, mais en plus, vous aurez cette compétence dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est un atout non négligeable. Ça suppose quand même, malgré tout, d'avoir un projet professionnel qui soit assez bien défini et assez bien cerné dès la fin de 3e année ou pour nos candidats de 4e année. Un petit peu plus de détails maintenant sur la filière Delta. Je pense que des éléments vont s'afficher. Donc, la filière Delta. Delta, on a choisi cet acronyme, donc DELTA, pour des raisons qui sont finalement assez simples. C'est que ça traduit toute la philosophie de notre pédagogie. On a choisi le D pour le dynamisme, parce que finalement, ce qui caractérise toute notre approche, c'est de se dire, faisons des cours qui sont intenses, qui sont immersifs, qui donnent de… Je vois que Marie hoche ou opine, qui sont immersifs et qui donnent l'impression, c'est peut-être même plus qu'une impression d'ailleurs, mais en tout cas qui donnent le sentiment aux étudiants d'être dans l'action et pas simplement dans la passivité et on va dire dans la consommation de son cours. La deuxième lettre, c'est de l'exigence. Alors, c'est une exigence qui est attendue aussi bien vis-à-vis de nos étudiants, mais qui est aussi bien à notre égard, en fait, hein, puisque on se demande mutuellement, là aussi, de construire un partenariat. On va permettre à nos étudiants de choisir des spécialités. Donc, j'ai monté un portefeuille de 10 spécialités. Et sur ces 10 spécialités, eh bien, on leur demande de s'engager, de s'impliquer. Ce qui sous-entend que nous aussi, eh bien, on puisse vous mettre, j'allais dire à disposition, le terme n'est pas peut-être pas le plus adéquat, mais qu'on puisse vous proposer les meilleurs intervenants pour pouvoir satisfaire votre envie d'exigence et de construction de parcours. La troisième lettre qui est importante, c'est la notion de learning. Learning experience, learning expedition, learning trip. C'est dans l'idée de j'apprends, mais j'apprends en faisant et surtout j'apprends ailleurs qu'ici. On sort du cadre, on est dans un environnement immersif, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais donc un environnement immersif et dans des conditions idéales, voilà, sans Covid, sans règles sanitaires, voilà, en espérant que tout redevienne normal, eh bien, on a pour objectif de faire partir nos étudiants une semaine dans un environnement d'entreprise à la rencontre des différents métiers, mais surtout des différentes problématiques que ces professionnels rencontrent. Et puis, c'est évidemment une expérience humaine très forte, très enrichissante. Donc, j'espère que vraiment nous pourrons la mettre en œuvre l'année prochaine. Enfin, les 2 dernières lettres de cet acronyme, donc c'est la notion de transversalité, parce que nous croyons fort que les enseignements ne sont pas valables s'ils sont délivrés en mode silo, mais
il faut être capable d'avoir cette pensée globale et systémique sur tous les environnements. Et je vous parlerai d'un projet tout à l'heure qui, je pense, résume bien cette idée de transversalité. Et enfin, le dernier point, c'est l'agilité. Mais là, je crois que nous sommes les spécialistes de l'agilité. Nous avons été amenés à changer nos approches plusieurs fois. Ça, c'est en tant qu'école. Mais bien évidemment, dans l'agilité, on va vous former aussi à toutes ces méthodes agiles qui sont aujourd'hui délivrées en entreprise. Mais surtout, on ira un petit peu plus loin que la formation à l'agile. C'est surtout le déploiement de ces méthodes dans d'autres spectres que simplement ceux de la communication. Enfin, voilà, je rebondis sur l'idée de transversalité. J'ai fait un petit peu de teasing. On met bien évidemment beaucoup de projets que Marie l'a évoqué, vous l'avez évoqué aussi. On met en place beaucoup de projets avec des entreprises, avec des partenaires, mais aussi des projets qui sont à notre initiative pure et dure. Et le projet sur lequel je voudrais marquer un tout petit point d'arrêt, c'est le projet Digital Nomade. Mais je crois que vous avez une petite vidéo sur le sujet. On va regarder tout de suite une première vidéo du coup sur ce projet Digital Nomade dont on vous parlera juste après. Salut, moi c'est Lise, je suis en 5e année de master à l'ISTC à Lille et je vais vous parler du projet Digital Nomade. Le projet Digital Nomade, c'est un projet dans lequel les étudiants doivent créer leur site web et qui soit rentable. On a présenté ce projet aux étudiants en début d'année, au mois de septembre. Certains étudiants étaient un peu paniqués à l'idée de devoir créer leur propre entreprise, leur propre site web. Au début, ça paraissait un peu intimidant et ambitieux et au final, au fil des mois, on s'est rendu compte que c'était largement faisable en y mettant un peu de volonté, un peu de travail. Le côté monétisation, gagner de l'argent faisait très peur. Ces étudiants, ils ont mis en œuvre tout un tas de compétences. Ils nous ont surpris parce qu'ils ont été vraiment très, très investis, très rigoureux. Ils ont réussi vraiment à bien gérer leur équipe, à bien manager leur groupe et à faire aboutir ce projet. On va forcément intéresser les gens. Ouais. Qui plus est, notre cible est 16-45 ans à peu près, une sensibilité écologique. Aujourd'hui, c'est leur soutenance. Ils ont entre 10 et 15 minutes par groupe pour nous pitcher leur projet, pour nous faire rêver autour de leur site web, nous montrer leur réussite, mais surtout leurs échecs, parce que c'est là-dedans qu'ils ont appris le plus, je pense. Et c'est grâce à ces échecs et grâce à leur capacité à rebondir qu'on va pouvoir évaluer la réussite de ce projet Digital Nomade. Ouais. Moi, je pense qu'il faut définir localiste par cette définition. Ouais, non, mais carrément. Je suis très impatiente de voir ce qu'ils ont fait. J'ai déjà un aperçu, je sais déjà un petit peu en off ce qui s'est passé. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir au bout du chemin où ils sont arrivés et où leur site est arrivé. Au tout début d'année, on nous a dit gagner de l'argent en un an. On était tous un peu étonnés et on avait un peu peur aussi. Et finalement, comme on a réussi, j'ai hâte de le présenter avec fierté. Super belle expérience, on a appris plein de choses et on est fiers d'avoir sorti notre site. On n'a pas encore généré de l'argent, mais en tout cas, on a quand même sorti un livrable et on a hâte de le présenter pendant notre soutenance. On est prête là, donc on a hâte d'avoir les retours. C'est à faire au moins une fois et maintenant, en plus, on a les clés pour pouvoir le faire nous-mêmes pour notre propre compte, on va dire. Même dans pas très longtemps, j'essaierai d'ouvrir mon propre site marchand avec mes propres idées. Alors du coup, Elisa, toi qui es en 5e année, est-ce que tu peux nous partager un petit mot sur cette expérience? Alors oui, bien sûr. Donc c'est vrai que comme on l'a vu dans la vidéo, donc on devait à la base créer donc une nouvelle marque, donc idéalement un projet qui n'existait pas encore sur le marché, pour qu'on puisse se différencier des autres acteurs déjà présents et avoir quand même une plus-value. Et par la suite créer un site web. Donc c'est vrai que comme on l'a vu aussi dans les vidéos, au début on a un peu eu peur, on s'est dit mais c'est infaisable, créer un site web, créer une nouvelle marque, créer son univers graphique avec une équipe qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas d'ailleurs parce qu'on n'a pas toujours travaillé tous ensemble dans l'équipe qu'on a choisie. On était environ 4-5 étudiantes par team et en fait voilà, ce projet c'est vraiment la finalité, le résumé de toutes nos années d'expérience et d'apprentissage à l'ISTC où on a pu vraiment mettre toutes nos compétences au service de ce projet avec des deadlines qu'on devait nous-mêmes se fixer. On devait vraiment être très autonome. On devait du coup dans un second temps monétiser ce site web pour essayer de gagner de l'argent et en ce sens. Et voilà, comme on l'a vu également dans les vidéos, même si
tout le monde n'a pas réussi à monétiser ce projet. On a tous appris, on est tous ressortis, grandis de ce projet, tout simplement, comme je l'ai dit, plus autonome. On a travaillé en équipe, donc c'était un lourd projet quand même, qu'on devait s'investir même au-delà de nos heures de cours. Et voilà, il faut trouver son organisation, il faut s'organiser, il faut faire des débriefings de ce projet aux 2 intervenantes qui nous ont suivis pour qu'ils puissent nous suivre et nous apporter leurs conseils. Et non, ce projet, on pense que c'était une réussite, en tout cas, on en est persuadé, parce que tout simplement, ça nous a permis d'appliquer, comme je l'ai dit, plein de compétences et on en est très fiers, ouais. Super, écoute, merci pour ce témoignage. Si vous me permettez, un petit complément, en fait, il faut bien comprendre que le point de départ de tout ça, en fait, c'est pas de gagner de l'argent. C'était pas ça l'objectif. Ça a été peut-être le petit leitmotiv de départ, mais certainement pas la finalité. La finalité, comme l'a évoqué Elisa, c'est d'abord d'apprendre sur soi. C'est aussi d'apprendre finalement de ses propres erreurs, hein, comme l'évoque Camille dans l'une des pilotes du projet. Et puis surtout, je reviens sur cette notion de transversalité, hein, parce que il faut quand même avoir conscience que derrière certains projets qui ont vu le jour et portés par ces étudiants, il y a eu de la création de contenu. Certaines équipes ont filmé, elles ont fait un site internet sur des conseils cuisine ou des conseils diète. Eh bien, elles ont mis en place des recettes de cuisine. Elles ont mis en place des fiches de coaching sportif. Enfin, c'était pas simplement de l'animation de sites web. Ça a été aussi jusqu'à la création de vrais contenus qui sont d'ailleurs encore accessibles aujourd'hui sur le net. Donc, d'où la transversalité et je pense l'idée aussi que certains de nos étudiants finalement ont mis le doigt sur leur envie d'entreprendre et sur leur envie d'aller encore plus loin, puisque le projet ne s'arrête pas à la fin de la 5e année, il reste dans les mains des étudiants qui les ont initiés. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que, en fait, comme je le disais, ce projet, il résume vraiment tous nos apprentissages. Et en fait, l'approche aussi hyper généraliste de l'ISTC fait qu'il y a énormément d'étudiants qui se lancent en tant qu'auto-entrepreneurs par la suite. Et là, on a vraiment dû faire toutes les démarches que doit faire un auto-entrepreneur quand il lance son projet, se déclarer en préfecture, ouvrir un compte en banque, voilà, tous ces aspects un peu en background qu'on pense pas toujours. Et voilà, et c'est vrai que vous pouvez aller retrouver plusieurs projets sur les sites web. Peut-être je peux faire la promo du mien. Je vous invite à vous rendre sur le compte de lamaisonlilloise.fr pour découvrir un peu un aperçu de nos projets et voir de façon plus concrète ce qu'on a pu mener pendant ces 6 mois. N'hésitez pas. D'agilité, puisque vous avez beaucoup parlé de transversalité. Il ne faut pas oublier que ce projet, qui peut sembler ambitieux sur le papier dans une vie normale, a été conduit au cours d'une année qui était toute particulière, avec des contraintes de distanciel. Accessoirement, il y a eu un truc qui s'est appelé le confinement entre deux. Et vous avez réussi à sortir à faire aboutir des projets totalement bluffants. Donc, bravo. S'adapter sans cesse. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de réunions en présentiel finalement. Et on a tous quand même dans notre groupe dû prendre aussi un certain rôle parce qu'un projet, ça se mène à plusieurs. Et entre le rôle de chef de projet, de web marketeur, enfin voilà, il y a vraiment des compétences qu'on a choisi de développer aussi pour les ajouter aussi à notre CV. Et c'est vrai que l'agilité était le maître mot de ce projet, ouais. Écoutez, toutes ces précisions me donnent envie de vivre ce projet, vraiment. Mais votre tour arrive, Patience. Alors du coup, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons accueillir Pascal Gros, donc chef de projet employabilité, qui va nous parler un petit peu de l'accompagnement employabilité. Donc en duplex, normalement, nous allons accueillir Pascal Gros. Un petit temps mort. Alors, en attendant l'arrivée de Monsieur Gros, j'ai une question pour vous trois, enfin pour vous quatre, et pour Madame Duré notamment. Finalement, on a avec nous Marie, qui est étudiante en master classique, et puis on a Elisa et Laurie qui sont étudiantes en alternance. Et si tout va bien, toutes les trois, alors dans 1 an ou 2, ou dans quelques mois même, pardon, Elisa, dans quelques mois, dans quelques semaines, toutes les trois vont repartir avec un master, si tout va bien, et un titre professionnel. Alors comment on choisit finalement entre l'alternance et la voie classique ? Allez, je me lance pour répondre. D'un point de vue, on va dire, cadre pédago, puis après, je vous laisserai la parole, mais
Je crois que d'abord, c'est la finesse du projet. C'est le point de départ, c'est est-ce que j'ai envie de m'engager et est-ce que surtout je sais où j'ai envie de m'engager, parce que le choix de l'alternance, c'est pas un choix qui se fait par hasard. Ça sous-entend quand même qu'il y ait une réflexion sur le secteur d'activité, sur le type d'entreprise, sur le type de fonction ou de poste que l'on souhaite occuper, le tout pour se projeter sur le après. Puisque l'alternance, elle a aussi pour ambition de vous mettre le pied à l'étrier. Ça sous-entend que finalement, la réflexion, elle n'est pas à 2 ans, mais elle est presque à 3, voire 4 ans. Ce qui est peut-être un peu contraignant pour certains étudiants pour qui le projet ne serait pas tout à fait encore bien ficelé. Et je pense que c'est un peu votre cas, Marie. C'est qu'à un moment, faire le choix de la filière Delta, c'est se laisser la possibilité encore de se tester sur des environnements, sur des types de fonctions, sur des types de marchés, des types d'entreprises, dans le cadre d'un stage. Donc 6 mois, c'est déjà, ça peut déjà paraître long, en France ou à l'international, ce que ne permet pas l'alternance. En fait, le master Delta, pour moi, c'était beaucoup plus une souplesse et ça me permettait de réaliser 2 longs stages de longue durée. Et donc, c'est multiplier en fait les expériences qui me plaisaient au lieu de m'engager en fait sur 2 ans avec la même entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré opter pour le master Delta qui me paraissait plus judicieux pour moi en fait. Je pense que c'est un choix qui est vraiment très personnel en fonction de est-ce qu'on est prêt à s'engager tout de suite dans une entreprise ou non. Pour ma part, je suis en alternance et je savais plus ou moins ce que je voulais faire, c'était chargé de communication interne et avoir une dimension RSE qui est un domaine qui est super important et en tout cas de plus en plus dans les entreprises. Et je me suis dit aussi, c'est peut-être bête, mais pour la confiance en soi, peut-être intégrer une entreprise tout de suite, tout en restant un peu étudiante. Franchement, moi, c'était principalement pour ça que je voulais être alternante et je confirme que pour moi en tout cas, ça me correspond. Je pense que ça peut correspondre à beaucoup d'autres des étudiants aussi. C'est important de répondre à ces questions-là parce que je pense que les personnes qui nous regardent se la posent également. Donc merci à tous pour ces précisions. Et ça a permis à Monsieur Gros d'arriver. Exactement. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pierrot. Bonsoir Laura et Elisa. Alors du coup, Monsieur Pascal Gros, qui est donc chef de projet employabilité. Alors concrètement, Pascal, comment on fait pour trouver un stage? Alors, on parle des masters classiques, des masters Delta. Donc en fait, les masters des Delta sont en cours jusque fin février. Et donc, je vais commencer à travailler avec eux à partir du mois de novembre pour définir un petit peu leurs axes de recherche. En clair, dans quel secteur d'activité ils veulent travailler, quelle mission ils veulent réaliser et quel type d'encadrement ils veulent avoir au sein de l'entreprise. Et ce point-là est aussi important parce que il va faire en sorte que ça va être l'une des conditions de la réussite de leur stage. Donc là, voilà, je travaille avec eux à partir de novembre-décembre. Et là, je commence à recevoir des offres de stage. Pour tout vous dire, cette année, il y avait 35 étudiants en master Delta, donc en master classique. Et entre novembre-décembre et février, c'est-à-dire date à laquelle ils sont sortis, j'ai reçu plus de 70 offres de stage. Donc en clair, on n'a pas, alors qu'on était dans une situation de confinement, donc on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas eu assez d'offres de stage. Là, je parle bien d'offres de stage qui nous sont directement envoyées par les entreprises avec lesquelles on a des partenariats. Donc, il n'y a pas de problème de nombre de stages. Et donc, en fait, je vais travailler avec les étudiants pour définir leurs axes de recherche. Et donc, je vais les préparer également en liaison avec des consultants avec lesquels on travaille aux entretiens de recrutement. On va travailler avec eux leur profil LinkedIn. On va travailler leur CV, leur lettre de recommandation. On va les préparer et après, donc, à eux de jouer. Pour les étudiants, c'est compliqué de trouver un stage. J'imagine qu'il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup d'accompagnement. Alors, selon vous, est-ce que c'est compliqué de trouver un stage aujourd'hui? Je pense que non, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on reçoit beaucoup d'offres de stage et la formation de l'école est reconnue. Et on est dans un écosystème où ça match vraiment entre nous et les entreprises et les étudiants. Donc, l'important, ça va être vraiment de réaliser un beau casting. C'est-à-dire que le projet de l'étudiant corresponde au projet de l'entreprise et que les compétences requises par l'entreprise correspondent aux compétences qu'a chaque étudiant.
C'est pour ça qu'on travaille vraiment sur ce que j'appelle à la fois l'élaboration du projet personnel de l'étudiant, mais également sur cette notion de trajectoire. En clair, l'étudiant est à un point 1 et il veut aller à un point 2, donc comment il va faire pour aller à ce point 2? Et donc, ça va être un travail vraiment affiné, à la fois collectif entre les étudiants et moi, mais également en face à face avec chacun des étudiants. D'accord, ok. Et concrètement, après cette période de stage de 4e année Delta, comment ça se passe après? Alors après, pour la plupart d'entre eux, ils vont basculer sur l'alternance. Donc là, en l'occurrence, on est en plein dedans, puisqu'en fait, ils sont partis en stage en fin février et leur stage va s'achever fin août. Et actuellement, j'en ai déjà à peu près une petite dizaine sur 36, donc c'est quand même beaucoup, qui sont déjà en train de négocier, pour certains, avec l'entreprise dans laquelle ils font leur stage, leur alternance chez eux, et d'autres, en l'occurrence, j'étais cet après-midi en ligne avec une étudiante, et ce n'est pas préparé pour cette émission, mais cette étudiante m'a expliqué qu'en fait, elle était très embêtée parce qu'elle avait eu l'accord de 2 entreprises pour son alternance et que donc elle hésitait, donc elle voulait avoir mon avis sur le choix de l'entreprise. Donc voilà, c'est pas un fake, c'est réel. Je ne donnerai pas son nom parce que les choses ne sont pas encore signées, mais c'est réel. C'est en effet un bel exemple. Merci, Monsieur Gros, en tout cas, pour ces éclaircissements. On enchaîne sans plus attendre avec Monsieur Amaury de Baudis, directeur du développement de la communication et des relations entreprises. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous et avec nos invités. Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. La question que la plupart des élèves de l'ISTC se posent, c'est qu'est-ce qui m'attend après l'ISTC? Vais-je trouver facilement un emploi? Et si oui, dans quelle entreprise et dans quel secteur d'activité? Bien, je dirais que d'une manière générale, en introduction, que les débouchés de l'école reflètent finalement la formation de l'école. Ils la reflètent dans le sens où ils sont très variés, ils reflètent le caractère généraliste de la formation. Donc, ce qui caractérise la sortie de l'école, c'est la grande variété des types de structures dans lesquelles on va trouver les étudiants, enfin les diplômés, aussi bien des entreprises que des agences. Et quand on parle d'agence, on va être aussi bien en agence de publicité qu'en agence de communication, et en agence plutôt généraliste comme en agence plus spécialisée. Ça, c'est le premier trait caractéristique. Et la deuxième caractéristique va résider dans les fonctions. On va trouver des diplômés aussi bien sur des postes de manager de la communication au global que sur des postes plus spécialisés sur telle ou telle discipline de la communication, du marketing ou du digital. Donc, pour illustrer mon propos, on va aborder quatre points. D'abord, le délai d'embauche qui est important et qui caractérise les débouchés de l'école. Et là, on est sur plus de la moitié des diplômés qui décrochent leur premier job à la sortie, voire même avant la sortie, puisque on a assez facilement 30% des embauches à la sortie qui se font dans l'entreprise du stage ou de l'alternance. Après, ça va varier selon les années. Et on peut dire qu'à 4 à 5 mois de sortie, on est, selon les années, entre 75 et 90% des diplômés qui ont un job. Donc voilà pour ce qui est du premier trait caractéristique de la sortie, de ce qui vous attend, c'est le délai d'embauche. Ensuite, quelques infos sur les entreprises qui vont être rejointes par les diplômés. On va déjà avoir nos 3 types d'entreprises. D'abord les agences, l'univers vraiment des professionnels de la communication qui vont accompagner des entreprises ou des institutions sur leurs projets de communication. Et là, on est présent aussi bien en agence de communication que de publicité et vraiment sur toute la palette des métiers. Donc, si certains d'entre vous sont déjà intéressés par le digital, que ce soit le social media management par exemple, on va trouver des agences spécialisées dans ce domaine qui vont recruter des ISTC et qui les recrutent souvent dès l'alternance. Certains d'entre vous sont sur ce domaine-là. Mais on peut évoquer aussi les relations presse, on peut évoquer les agences de production vidéo, les agences orientées communication financière ou événementielle, etc. Donc voilà pour ce qui est d'un premier secteur d'activité, celui des agences. On va avoir les entreprises, et là le panel est très large, on va le voir en clôture à travers les enseignes, mais on va se trouver aussi bien dans le secteur de l'industrie que du culturel, que du service. Et puis enfin l'institutionnel. Les collectivités qui sont des très grands acteurs
de la communication publique par exemple, mais aussi les institutions culturelles, etc. Donc, premier trait caractéristique, les entreprises qui accueillent les diplômés. Ensuite, autre trait caractéristique, on va voir toutes les tailles d'entreprise. Vous évoquiez tout à l'heure les entrepreneurs, ils sont nombreux chez les diplômés de l'ISTC, et on va trouver pas mal de diplômés ou même d'alternants dans des startups, par exemple, mais aussi dans des très grandes entreprises, hein, les grandes enseignes, que ce soit de la banque, de la finance, de la distribution, du e-commerce, recrutent nos diplômés. Et puis aussi dans le secteur des PME. Et ça, on trouve aussi dès l'alternance. Donc une grande variété. Et enfin, pour conclure, en termes de répartition géographique, historiquement, l'école est issue des Hauts-de-France. Et donc, chaque année, on trouve à peu près la moitié des diplômés qui vont, j'allais dire, être fidèles au terroir qui les a élevés et donc trouver leur job dans les Hauts-de-France. Mais on va aussi être très présent et de plus en plus en Île-de-France, un peu dans les autres régions. Et puis, là, ça varie selon les années, mais c'est entre 5 et 12% pour les grandes années, on va dire, directement à l'international. Donc ça, c'est le deuxième trait caractéristique des entreprises. Et puis, ce qui va vous intéresser, on a commencé à en parler, la sortie de l'ISTC, c'est un accès vers tous les types de fonctions dans la communication, le marketing, le digital. Donc là, on va afficher le top 15 des grandes fonctions occupées par les diplômés. C'est issu d'un baromètre que l'on soumet aux 1300 diplômés de l'ISTC. Donc ça vous donne une première photographie assez intéressante. Vous voyez le poste de chargé de communication très répandu principalement sur les jeunes diplômés, sur les dernières promos sorties. Mais après, on va trouver ce que j'évoquais tout à l'heure, les managers de la communication globale à travers des chefs de projet communication, des responsables com, des DIRCOM, mais aussi des métiers plus spécialisés, chef de pub, chef de projet web, attaché de presse, concepteur-rédacteur, et puis la fonction qu'on évoquait d'entrepreneur, avec le gérant ou freelance qui arrive en 6e position, et les dirigeants d'entreprise pas très loin en 10e position. Donc vraiment une palette très très large dans les fonctions, et encore une fois, qui se construit dès la formation ou dès le choix des expériences professionnelles en alternance ou stage, et puis qui après évolue parce que la formation permet d'évoluer tout au long de la vie professionnelle. Et pour conclure, un petit aperçu des enseignes qui accueillent nos diplômés, et elles sont très variées, que ce soit dans le domaine de l'industrie, du service, du commerce, de la distribution. Donc je pourrais citer en industrie Ariane Espace, je pourrais citer EDF pour l'énergie. On a dans le monde de la culture, c'est une embauche qui date de ce mois-ci, le Théâtre Michel par exemple à Paris, mais on pourrait citer le Château de Versailles avant ou le musée du Quai Branly. Et puis toute la grande distribution qui est aussi liée à notre terre d'origine. Donc si on parle d'Auchan Retail, de Decathlon, de Leroy Merlin, qui sont des grands recruteurs d'alternants et de diplômés, certains d'entre vous le savent. Voilà quelques aperçus. Mais à ça, on pourrait rajouter, mais les enseignes sont moins connues, mais une multitude de start-up et de PME qui font confiance à nos diplômés, et parfois dès la formation pendant un stage. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les relations entreprises. Alors peut-être que pour compléter ce propos, on peut vous demander de nous parler un peu de votre entreprise et de la mission que vous y exercez toutes les deux. D'accord, je vais commencer. Donc moi, je suis donc alternante chez Vinci Énergie. Vous connaissez le grand groupe Vinci, donc Vinci Énergie, c'est une filiale. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis chargée de communication interne et externe et chargée de mission RSE. Donc, j'ai vraiment été recrutée pour une mission bien précise qui est un concours interne à Vinci. Et moi, c'est assez drôle parce que j'ai un peu les mêmes missions, mais je n'ai pas fait exprès. Moi, je travaille en tant que chargée de communication interne, marque employeur et RSE également, dans un groupe qui s'appelle Becoming et qui est le premier groupe indépendant de communication en France et en Belgique, situé à Lille, Paris et Bruxelles. Et du coup, j'évolue dans un écosystème de 300 Bicommerce, comme on les appelle, et voilà, sur des missions très enrichissantes qui vont du bien-être au travail à la communication interne, en passant par toutes ces problématiques et ces enjeux sociétaux qu'ont les entreprises aujourd'hui.
Voilà, merci pour cette belle illustration. Alors, je crois que maintenant, on doit reprendre contact avec Madame Tiberghien pour une nouvelle session de questions-réponses. Mais avant cela, il faut que j'honore une promesse que j'ai faite tout à l'heure à l'un de nos spectateurs. Il y a une question qui m'a été adressée, Virginie, je ne sais pas si tu l'as entendue, qui était est-ce qu'il y a un mémoire à rendre en master? Donc, j'ai répondu oui, et Madame Duret va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Donc, avant de donner la parole à Isabelle, est-ce que tu peux donner quelques clés, le cadre global de la réalisation de ce mémoire sur le cycle master? Alors effectivement, je confirme, il y a un mémoire avec une portée universitaire, mais aussi des implications managériales. Il faut bien comprendre que la finalité reste toujours finalement de conseiller et d'accompagner les entreprises au sens large du terme. Donc l'étudiant va être amené à réfléchir sur une problématique, mais une problématique qui sera née de son intérêt personnel, bien évidemment, puisque c'est toujours beaucoup plus productif, mais aussi de l'ensemble de la littérature existante. Et je parle de littérature scientifique, pour le coup, donc avec un vrai cadre académique, puisque, je vous le rappelle, on délivre aussi un master universitaire. Donc, on se doit de respecter aussi ces canons-là. Et donc le mémoire, c'est une grande épreuve pour l'étudiant. Il n'est pas réservé qu'aux étudiants de la voie classique. Voilà, tous les étudiants réalisent cet exercice du mémoire universitaire, et on va avoir des spécialités. Donc peut-être certains porteront sur des thématiques orientées comportement du consommateur, d'autres orientées sur les réseaux neuronaux, par exemple, d'autres orientés sur le métier de journaliste et son devenir face à l'explosion des réseaux sociaux. Donc les problématiques sont extrêmement larges. Elles ont pour vocation d'apporter un complément sur un terrain, on va dire, universitaire déjà existant. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, j'ai la chance de pouvoir en accompagner certains, c'est finalement, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Quelles sont vos intuitions? À partir de quoi les construisez-vous? Et surtout, qu'est-ce que vous apportez à la science ou à la communauté professionnelle au sens le plus large possible? Et on a parfois certaines pépites parmi nos étudiants avec des problématiques extrêmement fines qui donnent lieu d'ailleurs à des publications, notamment au travers d'un projet qui s'appelle la capsule académique, qui a pour ambition de vulgariser un tout petit peu les écrits scientifiques de nos propres étudiants. Donc oui, il y a un mémoire, oui, vraiment. Merci pour cette réponse très détaillée et très exhaustive. Isabelle? Oui. Alors, comme Virginie est encore sur le plateau, petite question sur toujours sur le nombre de places en master, mais là côté alternance en fait. Ah, mais je vois que c'est une question qui inquiète notre audience. Mais je crois que Monsieur Turki l'a bien résumé. On va pas se limiter. On va dire au nombre de groupes. Par contre, on sera sélectif, oui. On sera sélectif sur le niveau d'entrée, notamment. C'est aussi pour ça qu'on met en place un concours. On sera sélectif sur la solidité du projet. Au-delà du concours écrit, il y a cet entretien qui permet justement de verrouiller si on a en face de soi un candidat qui a un projet fort, qui a un projet qui est construit, et auquel cas on pourra penser qu'il est prêt effectivement pour s'embarquer dans l'alternance. Par contre, effectivement, si on a un projet un étudiant qui académiquement est solide, mais qui dans le projet est un peu mou, pardon pour l'image, là ça matchera sans doute pas. Merci. Alors ensuite, ce sont essentiellement des questions sur l'admission et le concours, notamment sur quelle note faut-il avoir pour être admissible à l'oral? Est-ce qu'il y a une moyenne définie? Alors ça, c'est un critère qui est très très fin, qui peut bouger d'année en année. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde le niveau global des résultats qui sont obtenus par les candidats.
Donc, c'est le niveau des candidats les uns par rapport aux autres, en fait, qui va déterminer ce seuil. Donc, il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas vous dire à 11 sur 20, vous allez être admissible à l'oral, parce que d'abord, ça dépend du nombre de candidats quand même. Ça dépend aussi du niveau global de la promotion. Certaines années, peut-être qu'il faut 12 pour être admissible à l'oral. Peut-être que d'autres années, il faut 13, ou sur une autre année, ça passe à 10,5. Mais globalement, il faut quand même avoir de bonnes notes, voire de très très bonnes notes pour être admissible. Ok, et après c'est sur le contenu des épreuves, mais ça je pense que tu vas en parler là maintenant. Et donc juste préciser qu'ils peuvent trouver les annales sur le site internet dans la rubrique admission. Et donc voilà, je te laisse la parole maintenant pour présenter les conditions d'admission. Voilà, j'ai Virginie Duret qui est avec moi et qui complétera. Donc d'abord, voilà, là on est ce soir sur une soirée dédiée aux admissions parallèles, donc en 2e, 3e ou 4e année. Et donc il y a une seule voie pour intégrer l'école, donc en 2e, en 3e ou en 4e année à l'ISTC, donc 2e ou 3e année de licence ou première année de master. Et cette voie unique, c'est le concours. Donc d'abord, il y a une information, je vais commencer par des informations pratico-pratiques. Une date à ne surtout pas manquer, c'est la date limite d'inscription au concours qui est fixée au 17 mai. Donc il reste, on est le 6, je crois, donc il reste une petite dizaine de jours pour vous inscrire et déposer une demande d'inscription au concours. Donc ça se passe sur le site internet de l'ISTC dans la rubrique admission, donc avant le 17 mai, étape fondamentale et indispensable. Ensuite, vous devrez choisir une date de concours. Donc il y a deux possibilités, il y a deux dates. Le 29 mai en distanciel et le 5 juin en présentiel, ici depuis nos locaux de l'ISTC. Pourquoi avoir ouvert une date en distanciel? D'abord parce qu'au moment où on a lancé le concours, bien malin celui qui aurait pu dire de quoi l'avenir serait fait, et puis aussi tout simplement par une volonté de faciliter la vie des candidats potentiels qui sont pas dans les Hauts-de-France, qui ne sont pas dans notre univers géographique immédiat. On a de plus en plus, on parlait tout à l'heure de la notoriété de l'école qui grandissait, et donc l'école rayonne et intéresse des candidats au-delà de notre territoire géographique proche. Et donc dans ce contexte-là, il nous semblait important de mettre une date en présentiel et une date en distanciel. Bien sûr, les épreuves seront rigoureusement identiques. L'équité entre les candidats sera assurée, tout est bien préparé. Donc 17 mai, les inscriptions, 29 mai et 5 juin, les dates des concours, 29 mai en distanciel et 5 juin en présentiel. Alors maintenant, le contenu des épreuves. Il est sensiblement, on va dire, le schéma, l'organisation des concours est sensiblement identique entre la 2e, la 3e et la 4e année. Ce qui va changer, c'est à la fois le contenu de certaines épreuves et puis le niveau d'exigence aussi. Forcément, on n'aura pas le même niveau d'exigence pour un étudiant qui postule en première année de master que pour un étudiant qui postule en 2e année de licence. On commence, si vous voulez bien, par la licence, donc concours d'entrée en 2e année de licence. Deux catégories d'épreuves, ça c'est valable pour tous les concours. Des épreuves écrites d'admissibilité et ensuite des épreuves orales d'admission. Alors on commence par la 2e année. Première épreuve, une épreuve de synthèse de documents. Expression écrite, synthèse de documents, c'est une épreuve de 2 heures. Voilà. Qui va mettre à l'épreuve en fait votre faculté d'analyse, de compréhension de documents, votre capacité à restituer des informations globales, à faire preuve d'un esprit de synthèse, et puis aussi ça va nous permettre, et c'est fondamental ici à l'ISTC bien sûr, de mesurer votre niveau d'expression écrite qui est bien entendu fondamental. Donc première épreuve, synthèse de documents. Deuxième épreuve, un QCM de culture générale. Je crois que c'est une 60aine de questions, donc culture générale, l'actualité française, internationale, art, littérature, culture, peinture, théâtre, musique, cinéma, sport, voilà. Troisième et dernière épreuve écrite, une épreuve d'anglais. On n'a pas beaucoup parlé ce soir de la dimension internationale
et de l'ISTC et finalement quelque part de l'importance de maîtriser la langue anglaise dans les métiers de la com, en entreprise. Donc effectivement, une épreuve écrite d'anglais pour mesurer votre capacité à vous exprimer à l'écrit en anglais. Ça, ce sont pour les épreuves écrites d'admission, d'admissibilité, pardon. Deux possibilités, ça se passe bien, vous franchissez avec succès ces épreuves, eh bien, vous aurez le droit de venir passer les épreuves orales. Et puis, malheureusement, si ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, eh bien, l'aventure s'arrêtera pour certains après les épreuves écrites. Donc, épreuve écrite d'admissibilité, 2 épreuves orales d'admission, un entretien de mise en situation et de motivation. Les étudiants qui ont témoigné tout à l'heure nous ont un peu parlé du contenu de cet entretien. Donc, on va bien sûr essayer d'identifier, de mesurer l'appétence de nos candidats pour les métiers de la communication, mais on va aussi essayer d'aller découvrir, dénicher des pépites, des talents, des personnalités, un sens de la créativité, la solidité finalement de l'intérêt pour la com, le marketing, le digital, peut-être aussi mesurer le degré de la maturité du projet professionnel de nos étudiants. Donc voilà ce qu'on va chercher à mesurer pendant l'entretien de mise en situation de motivation. Et puis un deuxième entretien en anglais d'une vingtaine de minutes, je crois, où là, de la même manière qu'on a mesuré la capacité des candidats à s'exprimer en anglais à l'écrit, on va mesurer leur capacité à s'exprimer en anglais à l'oral. C'est important. Donc, synthèse de documents QCM anglais à l'écrit, entretien de mise en situation professionnelle et de motivation et entretien en anglais à l'oral. Ça, c'est pour la 2e année. Concours pour la 3e année, on peut dire que sensiblement, c'est la même chose. Ce qui va changer, Virginie, tu peux compléter si tu veux bien, c'est plutôt la nature des documents qu'on va demander à nos étudiants d'analyser dans le cadre de l'épreuve d'analyse et de synthèse de documents à l'écrit. On sera davantage sur de l'analyse de documents professionnels. En 2e année, on va pas spoiler les sujets, mais on sera davantage sur des sujets, on va dire, de culture générale, ouverture totale. Pour la 3e et pour la 4e année, on sera sur de l'analyse de documents professionnels, donc bien sûr davantage en lien avec les métiers auxquels l'ISTC prépare. C'est, je crois, la seule spécificité. Donc les mêmes épreuves. Analyse de documents, QCM de culture générale, épreuve écrite en anglais, et puis entretien de mise en situation à l'oral et entretien en anglais à l'oral également. Donc, même épreuve pour la 2e et pour la 3e année. Le vrai point de différence entre ces 2 épreuves, c'est la nature et la typologie des documents qui sont demandés, qu'on vous propose d'analyser. Peut-être juste, je précise un tout petit point, c'est effectivement sur ce qu'on attend, nous, de votre production, autant sur l'épreuve écrite de 2e année, Monsieur Turki l'a évoqué, on est bien évidemment sur la capacité de synthèse, les qualités rédactionnelles. Autant là, sur cette épreuve de 3e année, de concours de 3e année, ce qu'on attend, c'est déjà la maîtrise de quelques réflexes, la maîtrise du vocabulaire de la profession, que globalement notre candidat, que la proposition du candidat montre que on sait faire la différence quand même entre le marketing et la communication, qu'on sait ce que c'est par exemple qu'une démarche de fidélisation, ou qu'on sait ce que c'est quand même qu'être dans une optique de prospection de clientèle par exemple. Ce ne sont que des exemples. Voilà, et puis on peut passer maintenant à l'épreuve qui va concerner nos étudiants, les candidats qui postulent pour une admission en master. Même schéma, 3 épreuves écrites d'admissibilité, 2 épreuves orales, une analyse de documents professionnels, même chose, tu peux peut-être en dire 2 mots, Virginie. On monte encore une marche dans l'exigence. Et là, on veut s'assurer que vous maîtrisez déjà, là pour le coup, pas simplement le vocabulaire, mais déjà les premiers réflexes, pour qu'on soit sûr qu'il y a ce prérequis qui soit à niveau. Et d'ailleurs, ce qui vous est demandé, ça n'est plus simplement de la synthèse, mais c'est la production d'une recommandation. Donc là, vous allez vous mettre dans la posture d'un conseiller, d'un consultant,
Et vous allez élaborer, à partir d'une base documentaire qu'on vous fournit bien évidemment, vous allez élaborer une recommandation, donc des conseils qui peuvent avoir une portée stratégique, mais en premier lieu, une portée très opérationnelle. Donc, vous trouverez sur le site, mais Isabelle l'a évoqué, quelques annales qui vont vous permettre comme ça de sentir un petit peu le type de sujet et ça vous permettra essentiellement de vous préparer. Voilà, c'est très, très important. Allez sur le site internet de l'ISTC, regardez bien le type d'épreuves et des exemples très, très précis qui sont proposés et qui vous permettront de vous familiariser avec les épreuves que vous aurez à passer. Pour le reste, c'est du standard, un QCM de culture générale, une épreuve écrite en anglais et puis à l'oral, un entretien, donc là qui sera davantage un entretien de mise en situation. Virginie, tu peux peut-être en dire 2 mots sur les attentes. L'idée là aussi, c'est de vérifier votre aisance, votre capacité à rebondir, à argumenter, à défendre vos idées, le tout évidemment in English, of course. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à consulter, je le répète, les annales sur notre site internet. Je pense qu'on arrive, mesdemoiselles, madame, au bout de cette soirée, de cette visioconférence dédiée à nos parcours d'admission en voie parallèle. Si vous avez des questions complémentaires, si vous avez besoin d'échanger davantage avec nous, avec Mme Duret, peut-être avec des étudiants, avec une partie de l'équipe de l'ISTC, eh bien, je pense qu'un lien va s'afficher dans le chat pour vous permettre de prendre rendez-vous tout simplement avec certains d'entre nous pour aller peut-être plus loin dans l'échange. J'espère que vous avez obtenu des réponses aux questions que vous vous posiez sur l'ISTC, sur les différentes voies d'accès en 2e, 3e ou 4e année. Je pense qu'il nous reste à souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci à vous et on vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous les intervenants. Et à très bientôt. Merci infiniment à merci vous, Laurie, merci Elisa, merci Virginie et merci à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cet événement. Bonsoir à tous, à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Thank you.